Ce n'est pas souvent qu'un film très attendu fuite intégralement sur internet des mois avant sa sortie, ou que même un drapeau incompris crée une sorte de polémique complètement folle qui fasse marrer toute la France. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des actualités cinéma et séries de la semaine. Beaucoup d'actualités, certaines sont un petit peu tristes, d'autres sont quand même assez rigolotes, donc j'ai envie de parler de tout ça. On va commencer avec Super Mario Galaxy le film qui cartonne. Mais attention car il cartonne moins que prévu. Pour l'instant, c'est 620 millions au box-office international. Ce qui est un véritable succès, hein. Franchement, le film a coûté moins de 150 millions, tout le monde va le voir, ça cartonne, il est déjà largement rentabilisé, il n'y a aucun souci, le film est grave rentable, il y aura plein de suites, plein de spin-offs et tout. Mais, vu les estimations actuelles, le film va s'arrêter peut-être à 1 milliard, 1 milliard 1, ce qui est loin, entre guillemets loin, mais c'est la vérité aussi, hein, des 1 milliard 4 du premier opus. Du coup, ce film-là fait beaucoup moins. Est-ce que c'est le bouche à oreille qui est moins efficace? Est-ce que c'est un film qui est moins apprécié? Est-ce que y avait l'entrain du premier film que les gens ont apprécié ou pas? Et s'ils n'ont pas apprécié, ils vont pas voir la suite? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il marche un peu moins bien. Encore une fois, moi je trouve pas que c'est un bon film, j'ai fait ma critique la semaine dernière, mais il marche aussi moins bien, tout en restant un véritable succès. Et si on parle de films qui dépassent complètement ses attentes, c'est évidemment Projet Dernière Chance, Project Hail Mary, qui a 510 millions au box-office international, qui va sûrement dépasser les 700 millions, et c'est fou car le précédent film de l'auteur du bouquin dont le film est adapté, Andy Weir, a fait 630 millions avec Seul sur Mars. Seul sur Mars, c'est quand même Ridley Scott, c'est une époque où le box-office, franchement, ça y allait, ça faisait des chiffres de fou. Et là, cette année, pour l'instant, le box-office fait des chiffres de fou. Avec Mario, avec de drama qui cartonne aussi, même si c'est pas des chiffres de blockbuster, avec plein de films comme ça qui marchent extrêmement bien comme Projet Dernière Chance, eh bien, il y a une sorte de vent en poupe qu'a Hollywood en ce moment, qui fait que beaucoup de films cartonnent, les gens vont en salle, et ça fait plaisir. Donc c'est vraiment une très bonne année pour l'instant pour le cinéma, la meilleure post-Covid, et ça c'est assez fou, mine de rien, et ce film va sûrement dépasser Seul sur Mars, et c'est dingue en réalité, donc je suis très content parce que le film le mérite. Je l'ai vu 2 fois, j'en ai fait une critique et je l'aime beaucoup. La ferme aux animaux de Andy Serkis. Alors oui, Andy Serkis, c'est un super acteur, mais en tant que réalisateur, pour moi, il n'a fait aucun bon film. C'est un film d'animation qui va sortir bientôt, s'adapter du bouquin de George Orwell. Et beaucoup de personnes qui ont vu le film disent à peu près la même chose. Ce n'est pas une critique du communisme, mais une critique du capitalisme. Et c'est assez intéressant parce que si vous avez lu La ferme des animaux, sûrement au collège ou au lycée, ce genre de choses, ou plus tard dans votre vie, je n'en sais rien, vous savez qu'en fait, La ferme des animaux reprend quand même l'histoire de Staline pour parler du totalitarisme et pour parler de manière générale du culte de la personnalité et toutes ces choses-là qui sont en lien avec la haine qu'a George Orwell des dictatures. 1984, c'est ça aussi. Il y a un film qui est sorti récemment qui en parle, 2 + 2 = 5 de Raoul Peck. En tout cas, vous savez que c'est une critique du totalitarisme. Sauf qu'à l'époque, la critique était portée du point de vue communiste, en réalité, parce que Staline était autoproclamé communiste. Donc, George Orwell, quand même socialiste, il faut le rappeler, hein, George Orwell, il avait pris ce point de vue-là parce que c'était la dictature qui existait à l'époque. Maintenant, je pense que si on adapte le bouquin et on change certaines choses pour adapter à notre époque aujourd'hui, eh bien les dictatures aujourd'hui, elles viennent aussi du capitalisme. Qu'on parle de notre société à nous, parce que ça reste un film américain, hein. Si on prend le point de vue américain de ce qui est vraiment aujourd'hui la dictature, eh bien c'est plutôt les États-Unis qu'un ennemi qu'ils pouvaient avoir à l'époque, en tout cas. Parce qu'avant, l'ennemi c'était la Russie, l'URSS de manière générale, le communisme et tout pour beaucoup de personnes. Maintenant, la vérité, c'est que dans quel pays il y a des chances d'avoir des dictatures ou des démocraties illibérales, ils appellent ça comme ça, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est plein de pays comme ça. Alors oui, il y a déjà des dictatures dans des pays comme la Chine et tout, mais là, c'est un film américain, adapté d'un bouquin qui vient quand même d'une sphère eurocentrée aussi, disons les choses, hein, anglophone. En tout cas, donc moi, je trouve pas ça complètement fou de se dire, ok, la ferme des animaux en 2026, on prend le point de vue du capitalisme. Parce que le but du bouquin à la base, c'était de critiquer le totalitarisme et les États qui deviennent des dictatures, culte de la personnalité, tout ça. Donc s'ils adaptent ça comme il faut de manière intelligente, pourquoi pas, en réalité. C'est juste qu'il y a des trucs un peu bizarres par rapport au bouquin, par rapport aux capitalistes, parce que dans le bouquin, il y a aussi des capitalistes. Donc comment ils vont adapter, changer les choses pour faire justement cette confrontation? On va voir, mais je trouve pas ça fou, je trouve que la polémique est injustifiée, parce que pour moi, le livre, de base, ça n'a jamais été juste un ennemi du communisme. Le communisme était l'ennemi, parce que c'était ça la dictature à l'époque, hein, en réalité. Mais aujourd'hui, dans notre société à nous, en Europe, aux États-Unis, l'ennemi de la démocratie, c'est aussi le capitalisme. En tout cas, ça en fait partie. Donc je trouve que c'est intéressant à voir ce que ça va donner. Le film n'a pas l'air bien. Par contre, voilà, j'en parle parce que polémique, mais le film n'a pas l'air bien du tout. Mais je pense que je le regarderai quand il sortira en France. Le film Michael Jackson reçoit des critiques extrêmement positives parce qu'il a eu son avant-première mondiale à Berlin. Il faut juste savoir un truc. Les gens qui étaient invités n'étaient pas des critiques professionnels.
Et je dis ça en n'étant pas un critique professionnel. Je suis un influenceur comme les gens qui étaient invités. Mais c'est des influenceurs qui étaient invités qui allaient dire du bien de Michael. Donc c'est que des critiques extrêmement positives qui parlent en extrême bien de l'œuvre. Attention à ça. Attention, attendez les critiques professionnelles. Et je parle même pas de moi, encore une fois, attendez des vrais critiques professionnels avant de juger le film. Et si vous voulez vraiment juger le film, bah allez le voir quand il sortira la semaine prochaine. On en parlera. Mais juste attention aux hyperboles. Ça marche avec Michael, mais ça marche avec Marvel, DC. Quand ils envoient des fans regarder les œuvres, bah forcément, ils vont avoir des réactions de fans. Donc toujours attention à ça. Moi aussi, ça me concerne, hein, pour le coup. Moi, on me dit, va voir Avatar en avance. Il y a de fortes chances que j'aime Avatar parce que je suis un fan de base, quoi. Donc attention, ne pas prendre trop au sérieux les premières réactions de n'importe quelle œuvre, hein, pour le coup. Vraiment, ça c'est important. Attendez les critiques professionnelles. Attendez que le film sorte pour que vous ayez votre propre avis dessus après l'avoir vu et des choses comme ça. Juste attention à cette exagération qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Le meilleur biopic, le meilleur film de tous les temps. Stop, arrêtons. On sait que le film sera pas dingue. Enfin, moi je le pense, mais on verra la semaine prochaine. J'en parlerai. La légende d'Aang a fuité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez grave, je trouve. Il y a plein de gens qui m'ont dit sur les réseaux, mais Reg, tu es pour le piratage. Moi, je sais pas que je suis pour le piratage. C'est que je vais pas critiquer quelqu'un qui pirate en réalité. Mais je parle de films qui sont sortis au moins en VOD, en 1080p, en 4K, en Blu-ray. Je trouve que pirater un film qui est pas sorti, bah, c'est un peu triste. Alors oui, les animateurs ont été payés. Oui, la Paramount est une entreprise avec des milliards et des milliards chaque année où ils viennent au point d'acheter la Warner et tout. D'accord, très bien. Mais c'est toujours triste parce qu'en fait, bah, des animateurs, ils attendent de sortir ce bébé, les gens qui ont bossé dessus de manière générale, pour que le monde le voit en entier. Le film a intégralement fuité, quoi. Intégralement. Vous tapez la légende d'Aang sur Twitter, vous trouvez l'intégralité du film. Il dure 1 heure et quelques, évidemment, et il y a tout. Il y a tout. Il y a des gens qui l'ont backup, il est sorti. Il y a une erreur, il y a eu un hacking, ce genre de choses, mais le film est intégralement disponible en ligne. Et c'est dommage. Moi, je le regarderai pas parce que déjà, je suis à la ramasse sur le dernier mètre de l'air. Mais surtout, je le regarderai pas parce que j'attendrai une sortie ou en Paramount Plus dans quelques mois en octobre, comme c'est prévu à la base, ou au cinéma s'ils changent d'avis, ils sortent au cinéma. Mais c'est trop triste de uniquement sortir ce film comme ça, maintenant, qui est peut-être même pas intégralement fini. Hein. Peut-être il y a encore des trucs à changer en termes de voix et tout. Je pense pas que c'est une stratégie marketing parce que la Paramount envoie des cease and desist un peu partout, vont sûrement porter plainte et tout. Donc c'est un truc assez sérieux. Donc c'est juste un peu triste, un peu dommage que l'intégralité du film, hein, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu ça dans ma vie, quoi. C'était à l'époque peut-être du hack de Sony. Vous savez, quand il y avait le hack sur le film sur la Corée du Nord avec James Franco, là, The Interview, je crois, ça s'appelait. Oui, je crois que là, ça avait fuité aussi. Mais là, comme ça, entre guillemets, sans raison, mais en même temps, Paramount, c'est un peu des gros copains de Trump aussi, hein, le boss en tout cas. Peut-être il y a un truc politique derrière, je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est un peu triste, un peu dommage. Et bah, je pense à tous ces gens qui attendaient que ça, que de sortir leur bébé, de le montrer au monde. Et là, il y a plein de gens sur Twitter, hein, des animateurs qui sont assez tristes. Ils disent qu'ils ont bossé des années sur ce film et d'un coup, il sort. Et les gens ont des remarques. Il se fait spoiler, évidemment, pour les gens qui voulaient attendre octobre et tout. Donc c'est grave, dommage, en réalité. Et je trouve que bah, ce genre de leak, là, c'est toujours un petit peu triste. Encore si le film, comme Bad Girl, vous savez, il était enfermé derrière une sorte de paywall impossible pour des raisons foncières, des taxes et tout, ok, pourquoi pas le sortir, le pirater si... Enfin, je suis pas pour, je peux pas le dire de façon manière légale, mais là, pourquoi pas, je peux comprendre un peu le geste. Là, c'est juste un leak, c'est un peu dommage, le film il sort dans 6 mois, je trouve que c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça, je pense surtout aux gens qui attendaient que de montrer leur bébé au monde entier, en fanfare, avec du marketing et tout, et là, tout le monde va parler du leak. Les gens l'auront déjà vu, il y aura des screens sur les réseaux, ça va être un vrai bordel et c'est un petit peu dommage. Et si on parle de dommage, c'est Steven Soderbergh qui a dit qu'il va bosser beaucoup avec l'intelligence artificielle générative, donc le Generative AI, et ça c'est dommage aussi. Il sort un film là à Cannes sur John Lennon, 10 minutes du film seront full IA. Bon, ok, d'accord. Moi je trouve ça un peu triste. En réalité, après, c'est Soderbergh. Je vais pas dire à Soderbergh, attention, n'utilise pas l'IA. Il a dit, hein, il comprend pourquoi les gens s'énervent. Lui, il considère pas que c'est du vol. Lui, il voit un nouvel outil, il a envie de le tester. C'est un mec qui a toujours été très ingénieux. Il a toujours testé plein de choses en termes de cinéma. Donc ça m'étonne pas venant de lui, en réalité. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Putain, c'est un mec qui a une filmographie de fou, qui est vraiment grave respecté. Et il utilise l'intelligence artificielle comme ça, générative. On verra ce que ça va donner. Il a dit peut-être dans 5 ans, plus personne ne va l'utiliser. Peut-être tout le monde va être à fond dessus, on verra. Mais lui, il est grave chaud sur l'IA générative. Moi, c'est vraiment un petit peu triste, mais je vais pas dire à Soderbergh, arrête tes conneries, vieux gars. Non, tu vois, enfin, le mec, j'aime beaucoup ses films, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vais pas faire le mec, quoi. Mais ça me rend un petit peu triste tout de même. J'ai envie de voir ce qu'il va faire avec le John Lennon, voir ce que ça va donner ces 10 minutes d'IA générative. Peut-être ça sera très bien, peut-être ça sera horrible. On verra bien, mais je suis quand même assez curieux. Il y a eu la bande-annonce du film The Invite de Olivia Wilde, sa nouvelle réalisation, et ça a l'air pas mal du tout. Hein. Il y a un truc très drôle dans la bande-annonce, c'est la manière dont ils introduisent les noms des acteurs. Regardez la bande-annonce, c'est très rigolo.
Par contre, le reste du film, oui, ça a l'air sympa. Donc, c'est deux personnages qui vont dîner chez deux autres personnages et ils ont envie de faire des trucs. On sait pas ce que c'est comme truc. Est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est sadique? On sait pas trop, mais ils ont envie de faire des trucs. C'est un huis clos qui a l'air assez sympa avec un sacré casting, mine de rien. Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz. Bon, ça peut être vraiment très très cool. À voir ce que ça va donner. Je suis quand même assez curieux, même si je vais pas courir voir ce film en salle. Contrairement à Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, la bande-annonce est sortie et ouais, ça a l'air bien. Ah, moi je le dis, hein, ça a l'air vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé le précédent film avec Rachel Zegler, Tom Blythe et tout qui était vraiment bien. Je trouve que c'était le meilleur Hunger Games, hein, sûrement. Je suis pas fan des 3 et 4. Je suis pas méga fan du premier. Le deuxième j'aime bien. Mais le dernier là qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, le prequel, il était vraiment cool. J'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, en termes de casting, d'image, mise en scène, à voir ce que ça va donner, mais ça a l'air vraiment bien, vraiment divertissant. Ça a l'air d'être un blockbuster généreux, ça va être genre 2h30 de pur plaisir. Franchement, ça me chauffe, alors que je suis pas fan de Hunger Games à la base, mais là, avec tout ce que j'ai vu dans la bande-annonce, je me dis oui, ça peut être vraiment très très bien. Metal Gear Solid, le film a été de nouveau annoncé. Ça fait des années qu'ils veulent faire un film Metal Gear Solid, ils changent de réal, de scénariste et tout. Mais c'est bon, là, il y a des réalisateurs, de nouveaux réalisateurs. C'est le réalisateur de Destination Finale Bloodlines, qui est sorti l'année dernière déjà. C'est Zach Lipovsky et Adam Bestein. C'est eux qui vont réaliser Metal Gear Solid. Bon, encore une fois, à voir ce que ça va donner, dans quelle direction ça va aller, comment ils vont faire ça. Mais j'ai toujours un peu peur de ce genre de projets qui sont annoncés depuis peut-être une décennie, voire plus de décennies, que ce genre de projet a besoin d'être fait et tout. C'est passé entre les mains de tellement de personnes. À voir comment ça va évoluer, dans quelle direction ils vont aller. Ça peut être bien, en réalité, qui sait. Si on parle de choses qui ne peuvent pas être bien, c'est un remake de Escape from New York. Vous savez, le film culte de l'époque. Ça fait des années aussi que Studio Canal, ils veulent faire un remake de l'œuvre. Et en vrai, un remake de cette œuvre, je pense qu'il y a moyen de l'adapter à ce qu'on vit aujourd'hui, à notre époque, la décennie 2020, ça peut carrément le faire. De toute façon, ils avaient fait ça. Escape from New York, c'était dans une époque donnée, la suite à une autre époque, avec Los Angeles et tout, donc ça, en vrai, ça peut le faire. Maintenant, un remake, je sais pas, mais faites une suite spirituelle, à la limite, ce genre de truc, quoi. Peut-être ils ont besoin des droits ou ce genre de choses. Bon, faites pas revenir Kurt Russell, par exemple. C'est bon, Kurt Russell, il fait ses trucs Monarch, Legacy of Monsters, et c'est le kiffer les monstres. Mais après, bon, s'ils font une sorte de remake, suite spirituelle, soft reboot, Legacy sequel, moi ça me fait un petit peu chier. Les deux films sont très bien. Moi j'aime bien les deux films, d'ailleurs, mais j'ai pas envie de voir un remake. Un film Bloodborne est officialisé. Alors attention, parce que c'est un film qui sera produit par Jacksepticeye, le YouTuber extrêmement connu dans le monde entier. Et ce sera un film d'animation R-rated, donc violent, évidemment. Et moi, je pense que l'animation, c'est un bel endroit et un bel outil pour faire de Bloodborne un univers cohérent, bien ficelé comme il faut, divertissant, qui a de la gueule vu la DA et tout. Mais bordel, vu la difficulté de faire ça en live action, j'aurais aimé voir ça en live action. J'aurais adoré voir des marionnettes, des monstres, une série HBO, de voir une sorte d'univers vraiment en live action. L'animation, ça va être très bien, mais tu vois, quand tu regardes Sekiro, la bande-annonce d'animation qui est sortie toujours de From Software il y a quelques semaines, tu dis ok, bah c'est Sekiro, c'est bien. T'as pas ce waouh. Là, c'est un film, c'est pas une série, contrairement à Sekiro. Ça va prendre des années, ça sortira sûrement en 2029, 2030, allez, qui sait, peut-être pour la PS6. Donc ça, je suis moins fan entre guillemets, mais j'aurais aimé avoir du live action. Cependant, l'animation, ça peut être très très bien aussi. À voir comment ils vont faire ça, comment ils vont gérer. C'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps aussi. J'adore la DA, j'adore tout ce qu'ils ont fait par rapport au jeu. Je suis un énorme fan, mais j'aurais aimé en live action. Il y avait un moment des discussions pour faire ça en live, hein, mais elles n'ont jamais abouti au final. Donc à voir, peut-être ils vont faire un film d'animation et un live action à un moment ou à un autre en fonction du succès d'Elden Ring. Je pense que si Elden Ring est un gros succès, From Software, ils vont enchaîner pas mal de projets comme ça. De toute façon, maintenant, c'est Sony, hein, From Software aussi. Donc, ils vont enchaîner pas mal de projets comme ça au cinéma, mais tout dépend de la qualité des œuvres. La bande-annonce de Godzilla Minus Zero devrait sortir aujourd'hui. Peut-être je referai une vidéo pour réagir, mais malheureusement, je vais sortir ma vidéo actualité aujourd'hui, donc j'ai pas encore eu le temps de voir la bande-annonce au moment où je tourne cette vidéo. Mais oui, Minus Zero, ça sort aujourd'hui en termes de bande-annonce. Peut-être public, peut-être privé, on verra bien. Mais surtout que le réalisateur Takashi Yamazaki a prévu son prochain film pour 2028. C'est un film anglophone qui sortira dans le monde entier et c'est un film de mecha qui sera produit par J.J. Abrams. Normalement, toujours, hein, J.J. Abrams et Bad Robot. À voir ce que ça va donner parce que le mec il enchaîne Minus One, Minus Zero et son film de mecha, un film tous les 2 ans, des blockbusters entre guillemets, même s'ils coûtent pas très cher, ils ont la gueule de blockbuster, ce qui est assez fou. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Déjà, Minus Zero qui doit sortir cette année en novembre.
Taika Waititi a montré au CinemaCon, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actualités cette semaine et il y aura encore plus d'actualités tout le long de la semaine. Le CinemaCon, c'est aux États-Unis, c'est plein de studios qui font des annonces et tout. Il a montré une première bande-annonce de Clara and the Sun, son film qui doit sortir depuis des années et des années, avec Jenna Ortega, Amy Adams, et les premières réactions sont catastrophiques. Donc à voir ce que ça va donner, j'en parlerai quand il y aura la bande-annonce. Par contre, les réactions aux premières images de Inc., le film sur la famille Murdoch de la Fox, réalisé par Danny Boyle, qui sortira l'année prochaine, bah ça donne envie. Et Danny Boyle, moi je suis un grand fan, j'aime tout ce qu'il fait, je suis content qu'il refasse des films assez régulièrement. Un film tous les 2 ans pour Danny Boyle, c'est fou. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et juste cette image-là, elle me donne grave envie. Maintenant, il y a eu l'annonce pour le Festival de Cannes, il y a eu quasiment toutes les annonces qui ont été faites, avec évidemment, bah oui, la sélection officielle, avec le film d'ouverture par exemple. Alors le film d'ouverture, ça sera donc la Vénus électrique. Je vais me permettre de lire un peu tout ça et je vais juste vous dire les films que j'attends et pas vous faire le listing de tous les films. Si vous voulez voir le listing de tous les films, vous mettez pause, vous lisez et vous regardez. Mais moi, des films que j'attends de la sélection officielle, évidemment, j'attends le Pedro Almodovar, même si je suis pas le plus grand fan d'Almodovar, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. J'attends le Histoire parallèle de Asghar Farhadi, c'est un film qu'il fait en France avec Pierre Ninet, par exemple, Isabelle Huppert et tout. Peut-être enfin le premier vrai bon film de Pierre Ninet, je taquine un peu en disant ça. Il y a plein de films que j'attends aussi. Lucas Dont, Coward, ça peut être vraiment bien. Le Soudain de Ryusuke Hamaguchi, je l'attends aussi beaucoup. C'est à 3h16, pareil, c'est un film français. Enfin français, c'est un film fait en France. En tout cas, L'inconnu de Arthur Harari, je l'attends beaucoup. Il y a le Koreeda que j'attends aussi, Ship in the Box, évidemment. Ma plus grosse attente personnelle, c'est donc le Na Hong Jin, Hope, qui est prévu depuis des années. On se tape la même image depuis des années. C'est un film de science-fiction, action, à la fois coréen, à la fois anglophone, avec Michael Fassbender et tout. Ça a l'air génial. Enfin, ça a l'air génial. On n'a vu aucune image, mais Na Hong Jin, le mec, il a une filmographie de malade. Donc j'ai vraiment envie d'y croire et j'espère vraiment voir ce film. Il y a plein de films que j'attends, évidemment, comme le film de Christian Mungiu ou le réalisateur roumain, Fjord. Il y a aussi Moulin de Laszlo Nemes, même si j'aime beaucoup Le Fils de Saul. C'est pas un film que j'attends énormément pour le coup, mais mon film préféré c'est Cold War et c'est réalisé par Pavel Pawlikowski qui revient avec Fatherland à Cannes, donc ça j'aimerais trop le voir. Et aussi le Sorogoyen, un mec que j'adore, qui va sortir un film, et Minotaur aussi qui va sortir du réalisateur de Léviathan, le film russe que j'avais adoré, donc j'ai hâte de voir ça aussi. Ça c'est la sélection officielle. Moi je serai à Cannes, j'ai envie de voir ces films de la compétition, mais il y a tellement de films à voir, hein, pour le coup, on va pas se mentir. Il y a les films, encore une fois, de tellement de catégories, un certain regard. Il y a des films de la réalisatrice de I Saw the TV Glow, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, qui a l'air trop bien. Il y a tellement de films hyper intéressants dans chaque catégorie. Je vais pas vous faire la liste à chaque fois, tout le temps, mais quand vous regardez le nom des réals et tout, alors vous n'allez pas tous les connaître, parce qu'il y en a plein qui sont quand même assez niches, d'accord, mais ça donne grave envie de voir tous ces films. Il y a un certain regard, il y a les séances de minuit, il y a la hors compétition aussi. Par exemple, en hors compétition, il y a la bataille de Gaulle, il y a le film de Canet, il y a plein de films, Daniel Jaoui, il y a le Nicolas Winding Refn, Her Private Hell qui a l'air trop bien aussi. Il y a tellement de choses qui ont l'air trop bien. Les séances de minuit, il y a le Full Field de Quentin Dupieux, son retour aux États-Unis, un film anglophone avec Kristen Stewart, Woody Harrelson, ce genre de choses quoi. Il y a le film du réalisateur du Train pour Busan, évidemment, qui s'appelle Colony en anglais de Yeon Sang-ho, qui a l'air pas mal, la bande-annonce, un petit teaser est sorti. Il y a Cannes Première avec encore plein d'autres films, un film de Daniel Auteuil, le film de Kiyoshi Kurosawa, bref, il y a le film de John Travolta aussi, il y a tellement d'œuvres qui vont sortir, je pense que c'est une belle édition à Cannes en réalité. Il y a le film de Soderbergh que je sais tout à l'heure par exemple, il y a le film de Ron Howard encore une fois, il y a la quinzaine des réalisateurs, il y a la semaine de la critique, il y a Acid, il y a tellement de films à chaque fois qui ont l'air intéressants, qui ont l'air bien, qui ont l'air différents, qui ont l'air nouveaux. Donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Il y a beaucoup d'œuvres qui seront présentées. Donc j'en parlerai le plus possible en fonction de ce que j'ai l'occasion de voir à Cannes. Peut-être je vous ferai un vlog, on verra bien. Mais oui, c'est clair que j'ai envie de voir ces œuvres 100%. Alors pas toutes, mais beaucoup d'entre elles. Et je sais pas comment je vais faire vu que c'est mon premier Cannes, comment ça va fonctionner. Mais j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller ce festival et qu'est-ce qui va être récompensé, qu'est-ce qui va être vraiment le choc du public, qu'est-ce que les gens vont aimer encore une fois. Sinon, il y a d'autres actualités concernant évidemment Apple avec Dark Matter saison 2. Les gens se posaient la question, est-ce que Dark Matter va sortir un jour? La réponse est oui, ça sortira bientôt. D'ailleurs, il y a une sorte de bande-annonce qui a été diffusée. Voilà, Dark Matter, les fans, vous avez le droit à une saison 2. Moi, je sais pas si je regarderai la saison 2, j'ai bien aimé la 1 sans plus. Mais pour ceux qui ont adoré la première saison, une deuxième sortira très très vite. Côté Amazon, moi j'ai beaucoup aimé Monsieur et Madame Smith. Une saison 2 est évidemment prévue, toujours. Ils ont enfin trouvé le casting féminin. Alors Daniel Glover
Maya Erskine seront de retour, mais les acteurs principaux seront donc Mark Edelstein, qui était donc le personnage principal masculin dans Anora, et Talia Ryder, qui a été cast en tant que personnage féminin principal. C'était Sophie Thatcher au début, mais elle a dû quitter le projet et tout. Bref, c'est elle qui va reprendre le flambeau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les premières images de Reagan ont été diffusées. Alors Reagan, il faut savoir que c'est un projet hyper intéressant de, évidemment, Brad Bird. Brad Bird, c'est Ratatouille, c'est donc Les Indestructibles, c'est Le Géant de Fer, bref, c'est Mission Impossible 4. C'est un grand réalisateur d'animation, mais pas que, qui sort son projet de rêve cette année sur Netflix. Reagan, il avait commencé à dessiner sur Reagan il y a 30 ans, quoi. Donc ça fait 30 ans qu'il veut faire ce film. Ça sortira enfin, non pas au cinéma, mais sur Netflix, ce qui est toujours un petit peu triste. Et il y a quelques petits soucis de film par rapport à l'intervention de John Lasseter, qui apparemment a voulu modifier le film, ce genre de choses. Bref, il y a quelques embrouilles de la manière dont le film a été fait. Il y a quelque chose qui ne vont pas plaire de manière générale, visiblement. Mais Brad Bird, son projet de rêve, j'espère qu'il sera bien, j'espère qu'il sera touchant, j'espère qu'il aura de la gueule. Les premières images sont bien, j'ai hâte de voir la première bande-annonce. Mais bon, vu que c'est le projet de rêve d'un roi de l'animation, un mec extrêmement respecté, connu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi la série Bandy qui a énervé beaucoup de personnes sur les réseaux. Pourquoi? Car Netflix a partagé donc le drapeau de la Martinique. C'est une série avec des acteurs martiniquais en Martinique. Et plein de gens, plein de racistes, disons les choses, pensaient que c'était le drapeau de la Palestine. Ils ont commencé à s'énerver. Oui, Netflix, c'est le wokisme et tout. Parce qu'ils ont confondu le drapeau de la Martinique avec le drapeau de la Palestine. Encore une fois, les racistes sont des cons incultes. Et ne faites jamais attention à ça. Il y a des polémiques par rapport à la série, le fait que les créateurs soient forcément tous martiniquais, qu'il y a un débat sur ça et tout, d'accord, je veux bien l'entendre, mais bon, quand tu mets en avant la culture martiniquaise, quand tu mets en avant une partie de la France aussi, en réalité, les racistes devraient être contents, ils devraient être patriotes, mais bon, ils sont patriotes quand c'est des blancs, pas quand c'est des noirs, ça devrait être bien en réalité, mais non, c'est pas comme ça que les gens le voient, les racistes en tout cas. J'aurais pas le temps de voir la série me concernant, mais apparemment c'est pas mal, il y a de bons retours, à voir ce que ça va donner, mais oui, la polémique sur le drapeau m'a beaucoup fait rire, et je voulais la partager parce que c'est quand même assez cocasse, et ça montre encore une fois que les racistes sont complètement cons. Tyler Rake 3 est toujours prévu, Extraction en VO, avec donc le même réalisateur, Sam Hargrave et donc Chris Hemsworth. Ils ont signé le contrat, ils devraient commencer le tournage ou début d'année prochaine ou cette année, à voir ce que ça va donner, mais oui, Tyler Rake devrait bel et bien sortir. Philomena Kung, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de série télé humoristique qui parle d'histoire, d'art, ce genre de choses. Eh bien, ils vont sortir une version cinéma sur BBC et Netflix. C'est à chaque fois une sorte de blague, mais aussi un truc un peu pédagogique sur la culture de manière générale. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour rendre le cinéma intéressant pour les gens de manière générale et aussi évidemment très drôle. Nous avons Peter Dinklage qui rejoint le casting de Alien Earth saison 2 et oui, le tournage devrait bientôt commencer, la saison devrait sortir l'année prochaine, mais oui, je suis pas un énorme fan de la saison 1, je l'ai vraiment pas du tout aimé d'ailleurs, surtout vers la fin, mais Peter Dinklage, bon choix de casting, il peut vraiment peut-être apporter un truc, un peu de gravitas à cette série qui en a vraiment besoin. Les acteurs, c'est vraiment pas ça pour le coup et il faut peut-être des gens comme lui, quoi. Punisher, One Last Kill a montré sa bande-annonce, ça sort le 12 mai. Ça a l'air pas mal, honnêtement. C'est un téléfilm de 60 minutes, visiblement une sorte de gros épisode. À voir ce que ça va donner. Faut encore que je regarde Daredevil saison 2, mais je pense que ça peut être sympathique. Bon, on verra, c'est le 12 mai, c'est dans un mois. Peut-être ça peut être un moment un petit peu divertissant. Voilà. Disney a visiblement annulé un film Pixar car il y avait uniquement des filles dedans et que les garçons ne pourraient pas s'identifier et que ça serait pas donc un carton. J'aimerais juste rappeler à Disney que le plus gros carton de l'histoire de Netflix, c'est K-pop Demon Hunters. Bon, K-pop Demon Hunters, c'est quand même girl power, 3 personnages principaux féminins, et ils n'ont pas réussi à avoir l'ambition et l'envie de donner une chance à ce genre de projet. Alors, Sony non plus, hein, c'est pour ça qu'ils ont balancé le film sur Netflix. Hein. Après, K-pop n'aurait pas eu le même succès si c'était pas sur Netflix, on est d'accord sur ça. Mais en tout cas, voilà, quand tu fais des œuvres pour les femmes aussi, les femmes se déplacent en salle, elles y vont. Genre The Housemaiden, la femme de ménage, c'est une œuvre qui était majoritairement lue par des femmes, et les femmes sont allées en salle soutenir le projet au point qu'il a fait 400 millions. C'est énormissime en réalité. Donc les femmes soutiennent aussi le cinéma, il y a beaucoup de studios qui complètement passent à côté de ça parce qu'ils ont peur des femmes ou ils font pas confiance aux femmes, mais les femmes, elles vont soutenir des projets féminins. Pour le coup, elles y vont en masse d'ailleurs. The Batman partie 2 va bel et bien commencer son tournage en juin. C'est bon, ça va se faire. Il sortira en octobre de l'année prochaine, mais ça va se faire. Tous ceux qui étaient inquiets, ça va être décalé et tout, non, ça va se faire. Il va bel et bien sortir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai beaucoup aimé le premier et le tournage va commencer. C'est bon, à Londres, en juin, c'est fait. Maintenant, on a aussi eu la bande-annonce de Rick et Morty saison 9, ça sort le 24 mai.
Bon, ça a l'air sympathique, je le regarderai en mangeant ce genre de truc, quoi. Half Man, par contre, c'est la nouvelle série du créateur de Mon Petit Reine, qui est sorti, quoi, il y a 2 ans déjà, j'ai l'impression. Enfin, c'était il y a à la fois très longtemps et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. Mais ça s'appelle Half Man et ça sort sur HBO bientôt, là, le 24 ou le 23 avril. Je crois que 24 chez nous en France, 23 aux États-Unis. Ça a l'air pas mal pour le coup, à voir ce que ça va donner encore une fois, parce que c'est sa 2e grande œuvre à ce mec. Mais ils lui ont donné carte blanche, hein, vu le succès de Mon Petit Reine. Donc j'espère vraiment qu'elle sera bien. Je regarderai, j'en parlerai. On parlait de Alien Earth, mais le showrunner Noah Hawley va réaliser un remake de Terrified, le film argentin, si je dis pas de bêtises, qui était pas mal. Moi, je suis pas le plus grand fan, mais c'était pas mal. Il va réaliser un remake américain. Je vois pas l'intérêt. À quel moment un remake américain d'une œuvre d'horreur récemment était bien? Je ne sais pas. C'est pas le genre de projet qui m'intéresse personnellement. Bryan Cranston a défendu Skyler White face à Frankie Muniz. Ils sont en pleine promotion donc de Malcolm, les épisodes qui sont sortis là récemment sur Disney. Et Frankie Muniz disait en interview qu'il voulait tuer Skyler White. Et Walter White, hein, Bryan Cranston, l'a défendu en disant que lui était un baron de la drogue, lui il tuait des gens, et tout ce que Skyler White a fait, c'est d'être une femme, en fait. C'est une femme dans un foyer bordélique, dans un foyer sans père. Il a vraiment défendu Anna Gunn, une excellente actrice qui s'est pris des années d'harcèlement à cause de ce rôle. Et je comprends pourquoi les gens n'aiment pas Skyler White, parce qu'en fait, le protagoniste de l'œuvre, c'est Walter White, en réalité. Et du coup, Skyler White est un obstacle narratif à tout ce que doit faire Walter White. Donc, en tant que spectateur, tu te dis, bah putain, mon protagoniste, j'ai envie qu'il y arrive, j'ai envie qu'il gagne, et j'ai envie qu'il balaye tous ces obstacles. C'est ce que tu as envie de faire quand tu regardes une série. Tu as envie de voir le personnage principal l'emporter et gagner. Sauf que si tu réfléchis à ce qui se passe réellement, si tu réfléchis à ce que fait Skyler White, en fait, elle fait rien de mal. Le pire qu'elle a fait, c'est tromper. Mais il y a un moment, lui, il tue des gens. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Donc je pense qu'il a bien fait de la défendre, parce qu'il a raison. En fait, on ne peut pas détester Skyler White objectivement par rapport à ses faits et gestes. Par contre, je comprends pourquoi, encore une fois, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus, hein, les gens n'aiment pas Skyler White. Parce que narrativement, c'est écrit d'une manière à pousser le spectateur à ne pas aimer les obstacles du personnage principal, quoi. Et Skyler White est un obstacle. Et pareil pour son fils et plein d'autres personnes. Donc je comprends pourquoi les gens ne l'aiment pas, mais dire qu'ils veulent la tuer, ce genre de choses, je pense que oui, ça reste déplacé, je pense que c'est gênant. Et il a très bien fait, Bryan Cranston, de défendre Anna Gunn, l'actrice, de défendre le personnage et de rabaisser le sien, le vrai tueur de l'histoire, le baron de la drogue. On parlait de Michael Jackson, mais vous savez que Michael Jackson a eu énormément de ses clips réalisés par des légendes du cinéma. Juste Bad, la version de 18 minutes de Bad, qui est disponible en ligne d'ailleurs, est réalisée par Martin Scorsese. Je vous referai peut-être un point actuel la semaine prochaine avec tous les autres réals qui ont bossé pour Michael Jackson, mais il y a des réals extrêmement connus qui ont fait des clips pour lui. Le plus connu, ça reste Martin Scorsese, et vous pouvez regarder le clip de 18 minutes en ligne. Il a fait que 2 clips de musique. L'autre, c'est pour quelqu'un de moins connu, c'est vrai. En même temps, Michael Jackson, c'est peut-être la célébrité la plus connue musicalement, voire tout court de l'histoire. Après, genre Jésus et ce genre de truc, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de voir le nombre de collaborations qu'a eu Michael Jackson. Et je vous ferai et un TikTok, Instagram, tout ça. Et en même temps, je vous referai un point la semaine prochaine. Mais oui, Martin Scorsese a bossé avec Michael Jackson. Et il faut savoir que si on parle de grands réalisateurs, qu'à la base, c'est Steven Spielberg, je savais pas ça. Mais c'est lui qui devait réaliser Interstellar. Le script de Jonathan Nolan, pour le coup, c'est pas Christopher Nolan qui a écrit Interstellar, c'est son frère. Jonathan Nolan devait bosser avec Spielberg sur Interstellar, et c'est lui qui devait réaliser. Et au final, il a donné à Christopher Nolan. Ça aurait été intéressant de voir un film Spielberg Interstellar. Je pense que ça aurait été complètement différent, complètement nouveau, mais il a préféré faire Lincoln à la place pour bosser avec Daniel Day-Lewis. Et ça, je peux le comprendre, tellement qu'il a écrit des lettres à Daniel Day-Lewis pour le motivé à bosser pour Lincoln et jouer Lincoln, parce qu'à la base, Daniel Day-Lewis, il voulait pas du tout, hein, mais il a dû faire plein de lettres, s'expliquer et tout. Bref, voilà, Spielberg, il a motivé Daniel Day-Lewis, et en même temps, il a motivé Nolan de prendre le scénario d'Interstellar, et c'est devenu ce que c'est devenu. Pour les sorties de la semaine, nous avons Juste une illusion, le nouveau film de Toledano et Nakache. Je suis pas un grand fan des réalisateurs personnellement, donc je sais pas si je vais le voir. Le réveil de la momie, je vais pas voir ça, ça a l'air trop nul, c'est bon, ça ira, non merci. Good Luck, Have Fun et Don't Die, ça j'aimerais bien le voir, le nouveau film de Gore Verbinski, ça m'intéresse vraiment beaucoup. L'accord de coup, ça m'intéresse aussi. Gus Van Sant, c'est un mec que j'aime bien, donc j'ai hâte de voir ça aussi. Acharné saison 2, je l'ai vu, la saison 2 grâce à Netflix, il m'a envoyé donc les épisodes en avance. Je sortirai ma critique normalement ce jeudi ou vendredi midi, mais j'ai vu la saison 2, je peux pas en parler pour l'instant. Et Margot's Got Money Trouble, ça sort sur Apple, apparemment c'est pas mal du tout aussi, on en parlera si j'ai le temps de regarder. Voilà, c'était les actualités de la semaine, merci à tous de les avoir regardées, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités, j'ai envie d'avoir votre avis, dites-moi tout. Pour ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, les vidéos sont disponibles en version podcast aussi aujourd'hui, mais aussi mon compte Instagram, TikTok, Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.